valeur de l'entreprise à travers des éléments économiques et financiers. Ça, c'était le monde d'alors. C'est-à-dire qu'on avait en tête qu'on approche la valeur d'une entreprise à travers son bilan. Entre-temps, on a une crise écologique et sociale, on a un impératif de transition écologique, et il y a la nécessité, en fait, finalement, de faire évoluer la manière dont on mesure la valeur d'une entreprise. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de méthodes, d'outils qui nous permettent de sortir du simple prisme économique et financier et de dire que la valeur d'une entreprise, c'est bien sûr ces éléments économiques et financiers, mais c'est aussi la valorisation de ces capitaux sociaux et environnementaux. On va donc aborder dans cette séquence-là, en fait, cette question-là, c'est de quelle manière, en fait, quels sont les outils, quels sont les limites de cette valorisation. On a autour de la table 4 acteurs qui représentent finalement la diversité, en fait, des parties prenantes du monde économique. On a une entrepreneuse, des actionnistes, Johan Gertz. On a une personne des métiers du chiffre, c'est Anne Trébosque, qui est commissaire au compte. On a Edmond Donat d'Assimilation, donc c'est un investisseur. Et on a Stéphane Salon, qui représente le crédit coopératif. Donc 4 acteurs qui finalement recoupent l'ensemble du spectre du monde économique et de l'environnement en fait, que nous. On va commencer par toi, Lorraine. Peut-être que tu peux nous expliquer en 2 mots en fait, ce que sont les alchimistes et de quelle façon vous êtes saisi de la question de la valorisation de vos impacts. Merci. Je suis la fondatrice et la directrice des alchimistes en Provence. Les alchimistes, c'est une entreprise, c'est une SAS, c'est une entreprise de l'ESS avec un agrément ESUS. Ça fait beaucoup d'acronymes en une seule phrase, mais je pense que c'est une salle d'unité. Donc nous, notre métier, c'est de faire de la collecte des déchets alimentaires pour produire du compost. Donc on est au cœur de l'économie circulaire. On est dans une actualité réglementaire qui fait que le tri à la source des biodéchets va bientôt devenir une obligation dans ces demain. En fait, le 1er janvier, c'est pour tout le monde, et même les particuliers. Donc on est dans une activité qui a une forte croissance. Et notre motivation pour le faire et l'opérer, elle est sociale et environnementale. Donc pour créer de l'emploi, pour accompagner la transition environnementale et aussi pour réduire l'impact du traitement actuel des déchets. Donc un peu une aberration parce que quand on traite les déchets, ça fait des émissions de CO2 et souvent on transporte les déchets très très loin. Donc c'est en train de se réduire, mais on a tous vu dans la presse des choses scandaleuses sur des déchets qui traversent des pays, qui changent même de pays et même de continent. Sur le sujet des déchets alimentaires, c'est un déchet particulier parce que le déchet alimentaire, il est constitué principalement d'eau, donc il est très très lourd. Donc ça coûte cher à transporter et en plus ça se conserve pas super bien. Donc il y a vraiment une importance à les traiter localement et il y a une double importance donc, sur la partie amont parce que c'est dommage que ça coûte cher et que ça pollue de transporter un déchet sur un site de traitement. Et ensuite parce qu'il y a une urgence pour régénérer les sols parce que c'est une arme facile pour lutter contre le réchauffement climatique que d'avoir des sols sains. Et donc notre mission, c'est de produire du compost et de le mettre à disposition du territoire pour 200 emplois, pour l'agriculture biologique, pour les dispensaires, pour les villes, pour respirer. Donc ça, c'est ce que font les alchimistes. Les alchimistes, on est assez proche de France Active et on a eu la chance cette année de participer à un programme pour travailler sur la triple empreinte, donc pour mesurer notre empreinte sous plusieurs axes. Donc c'est toujours un exercice technique qui est assez intéressant et qui prend pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses et de données à rassembler. Et ensuite il faut tout convertir dans une même unité. Donc aujourd'hui l'unité c'est l'argent. Mais on projette que bientôt quand l'argent ne sera que un moyen et que la finalité sera vraiment l'impact, on pourra utiliser une autre unité qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas l'idée c'est de convertir tout en argent. Pour avoir une échelle qu'ensuite on puisse comparer des entreprises entre elles, par exemple, où aujourd'hui c'est évoluer par rapport à un score initial. Donc,
comme toutes les normes ou tous les indicateurs ou tous les calculs, tant qu'ils ne sont pas homogènes entre tout le monde, c'est difficile de s'en servir. C'est un gros sujet sur la mesure de l'impact carbone, où il y a des débats typiquement dans mon métier entre le compostage et la méthanisation. On arrive à faire des choses qu'on a envie de dire en fonction de qui on est. Donc c'est difficile d'avoir des choses qui sont universelles et objectives. Mais c'était un bel exercice de faire la petite empreinte. Et donc on a pu mesurer concrètement, avec un chiffre en euros, quel était notre impact économique. Là, on le mesure assez régulièrement. Quel était notre impact social et qu'est-ce qui pesait lourd là-dedans. Et donc on s'est rendu compte que c'est une petite boîte, hein. On est 20 personnes ici à Marseille, on a démarré il y a 2 ans, ça attend vite, mais donc au début on embauchait des gens en CDD parce qu'en fait ça savait pas trop si ça allait marcher après. Et donc ça donne un très très mauvais sport sur l'impact social. Maintenant on embauche les gens en CDI parce qu'on a gagné en confiance et qu'on a compris que c'était important que les gens soient sereins dans l'emploi et que c'était une chose assez facile à mettre en place pour ça marche. Ensuite, sur la partie environnementale, on a un métier qui est très très logistique. Donc, on a des camions, comme vous voyez peut-être parfois, on a des vélos qui circulent pour faire la collecte. Et ça, réduire cet impact-là, voilà, c'est un sujet qui est important pour nous. Donc, il faut objectiver et savoir ce qui pèse lourd sur l'impact environnemental, c'est important. J'ai découvert tout un pan que je ne connaissais pas, qui sont des incidences qui sont un peu des dommages collatéraux que nous on ne voit pas, mais qui sont liés aux fournisseurs, à tout ce qui est au cercle plus 1, plus 2, plus 3. Et donc ça, c'est un peu comme les icebergs, il y a des grands trucs qui se passent dont on n'est pas conscient. Donc c'est bien de mettre ça en avant. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises ne font pas ça, elles ne le font pas avec la même mesure. France Active va peut-être le développer davantage pour que tous les accompagner France Active un jour et que ce soit une manière de mesurer et d'encourager à d'augmenter l'impact. En tout cas, nous, les alchimistes, on est contents, on a notre score là, de fin d'année 2022, et on a décidé en début d'année 2024 de faire le bilan sur 2023 et de suivre ça pour augmenter toujours l'impact tout en gardant l'équilibre économique pour pérenniser notre activité. Merci Madame. J'ai une question pour Max. Alors, tu as dit, lorsqu'on donne une valeur à l'impact ou à l'utilité sociale, on donne une valeur en euros. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de risque à vouloir réduire l'utilité sociale à une valeur économique? Ta voisine. Oui, bien sûr, il y a un risque parce que quand on monétise les choses, mais c'est aussi une opportunité pour mettre sur le devant de la scène la valeur économique de l'utilité sociale et de l'utilité environnementale. Donc, on va prendre le côté positif de la monétisation des choses qui sont importantes. Mais vous l'avez tous en fait, c'est une question. On passe maintenant à l'entreprise, qui est commissaire aux comptes. On a eu l'entrepreneuse, on a la commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes, les experts comptables sont l'interlocuteur particulier et proche des entreprises. On a vu ce matin dans les conférences, on parlait de CSRD, on parlait de changements structurels, aussi dans le monde bancaire, dans le monde du chiffre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça change dans votre métier et dans votre relation avec nous? Ce que ça change absolument tout. Donc, depuis 2 ans, nous cessons de nous former. Parce que ce que ça change, bien évidemment, c'est la façon de concevoir le contrôle. Alors déjà, si on oublie l'aspect réglementaire, il y a, faut pas oublier que le développement durable, c'est 1987 la première fois que ça a été utilisé, donc rapport à Portland, et que en 2019, il y a eu la loi Pacte, et puis il y a une accélération.
Donc en fait, on a mis des décennies pour essayer de faire comprendre que la comptabilité, c'était un système d'information, ça servait à quelque chose, c'était juste pas pour calculer un impôt. Et puis là, maintenant, on nous dit, oh là là, il va falloir qu'à travers vous validiez des éléments extra-financiers, donc en gros, le management, l'impact. Donc oui, on se forme, on est bien obligé. On se forme pourquoi? Parce que c'est qu'on ait une utilité sociale, c'est pas calculer un impôt. Et donc cette utilité sociale, aujourd'hui, elle est affichée à travers les nouvelles obligations et à travers le fait que les gardes des Sceaux, il y a un peu plus d'un mois, a ouvert la porte notamment au commissaire aux comptes pour qu'on soit agréé tiers indépendant, puisque on a effectivement l'habitude d'étudier toute la chaîne de valeur, et donc on va intégrer cette dimension impact sur la chaîne de valeur. Voilà. Donc beaucoup de formations et une habilitation, alors on n'a pas que les commissaires aux comptes bien évidemment qui pourront le faire, mais c'est plus facile pour nous. Alors, donc de la formation et aussi, notamment au niveau des experts comptables, des outils qui se développent. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a des labels, on en a parlé ce matin, énormément, tout est extrêmement complexe, il y a énormément de propositions, notamment on parle de comptabilité durable, enfin prudent, alors j'ai parlé de Floptrap, de Google Management, on a parlé de la méthode CARE, et donc il y a une qui est basée sur les donuts, sur les données planétaires, enfin bon. On va peut-être servir par cette formation à déjà dire n'allez pas trop loin tout de suite, parce que c'est quand même assez compliqué, n'allez pas tout de suite dans un choix, peut-être prenez le temps. Moi je pense que ça c'est personnel, mais face à ce que l'on dit, il faut prendre le temps. Quel est le sens? Qui sont mes parties prenantes? Quel est le feedback que je vais avoir des parties prenantes sur ce que je fais, sur quoi je communique, etc. Donc, avant de chiffrer, effectivement, c'est très bien de chiffrer, parce qu'à un moment, on parlait d'argent, on se dit non, là, c'est la vie d'une entreprise. Mais peut-être prendre le temps de se poser pour ne pas aller très très vite, ça coûte très cher dans le temps, dans un système, voilà. Et ensuite, il y a des solutions. Voilà, notre rôle, c'est à la fois d'accompagner, donc casquette commissaire aux comptes, casquette expert comptable, et de donner donc un visa durabilité en tant que commissaire aux comptes. Voilà, puisque l'importance, aujourd'hui, il faut mémoriser une chose, c'est que l'extra-financier aura autant de place que le financier. Donc on a un véritable changement qui est majeur. Parce que c'est facile de valoriser ce qui est sur une facture, c'est déjà monétaire. Par contre, quel est mon impact sur la nature et quelle est la limite que je vais fixer si on prend par exemple du système pour détruire le capital ou l'améliorer, mais moi la biodiversité dont je ne parle pas assez. C'est un grand changement. Et il y a aussi le pénal qui est important, notamment les règles européennes aujourd'hui. Donc en très peu de temps, je passe des trucs là, 1970, le vie social d'une entreprise, c'est d'augmenter son bénéfice à je suis chef d'entreprise en Europe, c'est du pénal. Ça y est, là, c'est passé du 16 novembre. Voilà, donc nous, on est là pour accompagner dans la mesure que nous possible. Merci pour confirmer rapidement. Donc, on représente une gestion. C'est une gestion, c'est un secteur de l'investissement. De quelle façon vous prenez en compte dans vos choix d'investissement la question de l'impact et de quelle manière en fait vous mesurez? Bonjour à tous, merci Dominique. Donc, je vais vous donner un peu le regard du praticien, du financeur sur la question. On demande d'avoir quelques éléments de contexte pour une gestion. Donc nous, on est une filiale du crédit coopératif et donc on gère des fonds pour compte de tiers depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, on utilise ces fonds pour financer le développement de structures à impact ou qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Les structures qui nous confient des fonds sont aussi issues de cet univers.
On a des grandes mutuelles, on a des organismes publics parapublics, les caisses de dépôt, les collectivités, on a le trésor également, mais c'est une coopérative. Donc nous, en fait, on a toujours vécu dans un univers où l'impact n'a pas besoin d'être mesuré, il faut qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Voilà. Et nous, pour 40 ans, pour répondre à la question de manière très simple, s'il y a de l'impact, on y va, parce que c'est ce que nous demande, ceux qui nous confient le fait. Après, le monde évolue, c'est ce que vous avez dit. Les contextes globaux évoluent et les questions d'impact environnemental, sociétal, maintenant font partie du débat public. Et pour nous, dans la pratique, ça a eu deux conséquences principales. La première, c'est au niveau réglementaire. On a beaucoup parlé ce matin, la réglementation SFDR, la réglementation européenne, c'est un autre sujet, qui nous impose à nous, financeurs, pour chaque investissement qu'on fait, impact ou pas impact, de mesurer le risque de durabilité, c'est-à-dire le potentiel impact négatif ou positif de notre investissement sur 14 critères ESG qui ont été prédéfinis. Ça peut être est-ce que la parité dans les organes de gouvernance, respecter, pas respecter, le niveau d'émission de carbone, et tout ça, nous maintenant, on doit le mesurer. Donc ça veut dire qu'on doit demander aux structures qu'on veut financer ou qu'on finance de nous remplir ces grilles en disant où est-ce que vous en êtes par rapport à tous ces critères. Et même ce règlement, pour certains de nos fonds, nous impose aussi de définir quelques critères d'impact plus précis, plus spécifiques à la structure, et également on demande aux structures qu'on finance de les suivre et de nous faire du reporting dessus. Ça, c'était le premier impact du changement en cours. Le deuxième, c'est que nos souscripteurs commencent aussi à nous demander, ont des exigences en termes de suivi de l'impact. Jusque-là, c'était, on sait que vous faites de l'impact, maintenant c'est nous seuls, on aimerait pouvoir communiquer, montrer comment on est vertueux, donc est-ce que vous pouvez mesurer par chaque critère qu'on définit à l'avance pour chacune de vos participations. Donc nous, notre rôle de financeur, c'est devenu entre guillemets une courroie de transmission entre ces exigences souscripteurs et réglementaires et des structures qui, pour certaines, ont toujours fait de l'impact et ne comprennent pas vraiment pourquoi d'un coup on leur demande de justifier en fait. Alors il y en a d'autres qui comme les alchimistes, qui ont aussi bien compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir et voilà, c'est aussi le sens de l'histoire, donc ici on comprend plus facilement, mais pour beaucoup on doit faire beaucoup d'accompagnement et de pédagogie. Je voulais conclure, nous, en donnant aussi notre regard sur cette évolution. Il y a des aspects positifs pour les structures qu'on finance et d'autres un petit peu moins. Les points positifs, c'est qu'en passant de ce que l'on croit à ce que l'on sait, en gravant dans le marbre son impact, on peut aussi plus facilement se distinguer du social washing, du chicken washing qui est de plus en plus. Ça, c'est une force. Ça permet aussi, en mettant des critères financiers, d'aller parler à des partenaires, des souscripteurs éloignés de l'impact, mais qui comprennent ce langage. Donc, de manière pragmatique, peut-être que les structures impact peuvent lever plus de fonds comme ça. En revanche, le danger, et surtout pour les petites structures qu'on finance de l'ESS, c'est que fournir des reporting, les remplir, les suivre, c'est du temps, c'est de l'argent qu'on n'a pas forcément, c'est du temps passé en moins à produire l'impact, qu'on cherche à financer. D'où on dit qu'il faut vraiment faire attention en fait, que ça devienne une magasin en fait. Voilà. Donc au moins que ça soit adapté à la taille des structures financées. Et le deuxième bémol, c'est que tout ne se mesure pas, notamment dans le cadre de l'utilité sociale. On a des structures qui développent le lien social. Moi, je ne sais pas comment on mesure le lien social, mais pourtant, c'est primordial. Merci à tous les sous-apports la remarque. La question de l'impact, elle peut être appréhendée de différentes façons. Elle peut être appréhendée, tu l'as dit en fait, sur l'impact, les impacts que vont générer l'entreprise, les impacts sur l'environnement, sur la société. Ça peut être également appréhendé en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une crise écologique et sociale, et cette crise-là, elle s'exerce de façon plus ou moins forte pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut
on peut aussi appréhender la question de la transition écologique et l'impact en traitant la notion de risque. Si je suis une entreprise qui est ici en région PACA, par exemple, en région Provence-Alpes-Côte et que voilà, donc dans mon process de production, j'utilise beaucoup d'eau, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation de stress hydrique, on sait que ça ne changera pas et que ça sera probablement encore pire dans les années prochaines. Est-ce que ces questions-là sont au cœur de vos décisions d'investissement? Est-ce que finalement, vous appréhendez aussi dans vos décisions d'investissement la question du risque climatique ou du risque écologique? D'une part, maintenant, on nous impose de le faire, mais ça paraît aussi du bon sens pour nous de le vérifier et de le prendre en compte. Donc nous, de toute façon, pour chaque décision d'investissement, au-delà de ces obligations réglementaires, on en discute en interne et quelque part, le bon sens prévaut. Vraiment, donc oui. Moi, Stéphane, président du Crédit Coopératif Côte d'Azur, président délégué de France PACA. Stéphane, en tant que banquier, on a vu en fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Le contexte en fait qui s'applique au monde bancaire en fait est en pleine révolution, c'est une vraie révolution, on peut le dire. Ça change le métier. Ça change le métier, ça change la façon de traiter, d'investir. De quelle façon, au niveau du crédit coopératif, vous saisissez de ces questions? Merci Dominique, bonjour à toutes et tous. Les collègues avant l'ont dit, ça change tous les métiers de la chaîne de création de valeur, pas seulement dans les éléments financiers, mais dans les éléments à impact sur lesquels je vais revenir. Voilà. Il n'y a pas que la quille banque qui loue, il n'y a pas que la quille comptabilité, il n'y a pas que la nature dynamique, la composition des fonds et l'engagement ensuite des participations, donc c'est tout qui bouge. En fait, on a retardé il y a 40 ans un mouvement qui aurait dû commencer il y a à peu près 40 ans, cette prise de conscience dont parlait tout à l'heure Hélène, et à juste titre, sur le fait que oui, il y a un lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Tous les lobbies s'y sont mis, donc ça a été retardé de 40 ans. Voilà. Il faut le savoir. Aujourd'hui, on ne peut plus le retarder. Pourquoi? Parce que non seulement les effets existent depuis un certain temps, mais ils deviennent majeurs dans les économies occidentales et au cœur des économies occidentales. 30 ans, on disait, c'est triste, hein, la désertification, c'est dans les déserts. Bon, non, aujourd'hui, la désertification peut frapper des régions entières de la France dans les décennies qui viennent, pour plein de raisons, sur lesquelles je ne vais pas revenir, je ne suis pas climatologue, mais vous connaissez aujourd'hui, la prospective qui n'est plus en 2100, plus personne ne vous parle de 2100. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, en 3 ans, avant on parlait de 2100. En 3 ans, on a vu disparaître 2100 au profit de 2050. Et là, on voit disparaître peu à peu, regardez, dans un an, on ne parle plus de 2050, c'est fini, de 2030. Sur les objectifs renforcés de réduction du CO2 et sur la transformation du comportement des acteurs financiers de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? La révolution qui est en train de se passer, tous les acteurs en ont conscience. Ça, c'est bien. Le crédit coopératif, on est sur une banque qui a 130 ans, donc on a toujours eu à la fois une culture prudentielle élevée dans le rapport à la société, et une culture d'impact qui était assez développée parce que la dimension de la prise en compte sociétale du caractère d'un investissement dans son rapport au bien pour la société, à l'utilité générale, pas que, avec l'exclusion de nombreuses activités que nous ne finançons pas, pour des raisons éthiques très anciennes, industrie extractive, industrie de l'armement et beaucoup d'autres choses, fait que nous sommes déjà dans un scope exigeant dès la fin des années 70, quand le groupe termine sa constitution. Du coup, deuxièmement, on est banque résiliente, déjà. On est une des rares banques résilientes en Europe. Pourquoi? Parce que nous avons mesuré de manière très précise depuis plusieurs années les conséquences de notre activité bancaire en matière de production de CO2. Vous tapez ces mots-clés sur Internet, vous allez trouver les tableaux.
nous rejetons aujourd'hui 70% de moins de CO2 par nos engagements bancaires que la moyenne des banques européennes. C'est-à-dire à quel niveau on en est. On a un temps d'avance. On a un temps d'avance qui nous a obligés, dans notre organisation, à travailler sur des méthodologies qui font que oui, on est proche de France Active, bien sûr. Et puis on est proche de SFIN, pas seulement parce que ça fait partie de notre organisation, c'est que SFIN a su continuer aussi de faire évoluer une culture de l'investissement, en plus de la culture bancaire, pour générer un certain nombre de produits dont des secteurs d'activité, tu peux en dire un mot, ont eu besoin pour financer leur restructuration, leur transformation en périmètre d'économie sociale et solidaire. Cette résilience aujourd'hui, elle est acquise sur les rejets de CO2, mais arrive une grande nouveauté, c'est effectivement qu'en décembre 2022, la Banque Centrale Européenne a dit que désormais le climat c'était son affaire. Le texto, hein. La Banque Centrale Européenne. Pas grand monde s'attendait à un tel changement de paradigme. Pour quelle raison? Parce qu'au même moment, vous avez la discussion sur les droits carbone aux frontières, la taxe carbone en Europe qui ne marche pas très bien. Vous avez également les problématiques de transformation, d'élargissement de l'Union européenne. Au même moment, vous avez un contexte de guerre que je ne vous rappelle pas, et un contexte inflationniste que la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, essaye de maîtriser avec sa stratégie sur laquelle ce n'est pas le lieu ici de revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cerise sur le gâteau, ça a été effectivement cette arrivée massive du premier pilier de Bâle 3, pour parler français, de la nouvelle évaluation du risque. Mais ce qu'il faut, et ce qu'a dit très bien mon collègue Edmond, mais ce que je vais rajouter, parce que tout le monde n'est pas dans la banque, c'est que quand une banque prend des risques, ou qu'elle a sous-évalué des risques, ou qu'elle n'a pas eu la méthodologie pour les évaluer, ben elle est fautive. Et elle doit remonter son appétit au risque, comme on dit en jargon bancaire, hein, cher Pierre, elle doit remonter son appétit au risque, elle perd de sa solvabilité, elle doit accroître ses fonds propres. En gros, elle est en exposition renforcée. Ouf, ça veut dire quoi? Je vous le remets à l'endroit et en français, mais je vais insister pour bien que vous compreniez. L'engagement bancaire est une prise de responsabilité que avant le banquier gérait. Ah ben je connais mon client, c'est quelqu'un de bien, je sais qu'il paye, il est sympa, il veut créer un nouveau magasin, on lui prête, il n'y a pas de problème. Ça c'est la partie purement solvabilité, connaissance clientèle, le marché, etc. Mais aujourd'hui, Edmond l'a dit, mais le banquier, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder la lisibilité du fait qu'en vous prêtant de l'argent, ben, il prend un risque nouveau. L'aléa climatique. Les aléas, on va dire, socio-sociétaux, comportement des consommateurs, imprévisibles, l'orateur précédent l'a très bien dit tout à l'heure, l'imprévisibilité des consommations, mais pas que dans les grandes marques, hein, un peu partout. Les éléments de transformation et de cohérence de la technologie, ça a été dit en début tout à l'heure, mais je le redis parce que vous investissez des quantités énormes sur un nouveau process, peut-être que dans un an ou deux, un autre process 10 fois moins cher va arriver et vous rendre obsolète toute l'immobilisation capitalistique que vous avez faite. Le banquier, il n'a pas de boule de cristal. Il n'est pas là pour prédire et prévoir l'avenir. Par contre, il est là pour mettre en place un scope de risque qui va rendre sa décision de financement relativement objective. De ce point de vue-là, la Banque Centrale Européenne explique clairement qu'il ne s'agit pas de détruire tous les risques, mais d'évaluer dans l'ensemble du panier des risques une ligne de flottaison à peu près acceptable pour que l'engagement bancaire soit lisible. Les critères ESG en sont la traduction, aujourd'hui obligatoire pour un certain nombre de structures relativement importantes, mais ce scope ESG va descendre très vite dans toute l'activité économique. Et c'est là qu'il faut être à l'aise. C'est là qu'il ne faut pas avoir peur. Je vois ce que disait la dame tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rapport à la société, aujourd'hui, un banquier pur financier, c'est pas son monde. Un banquier coopératif, qui est déjà résilient, il n'a pas de problème à renforcer, pour répondre à ta question, Dominique, son appréhension.
Un industriel pur jus qui ne s'est pas posé des questions ESG, il va se poser lui la question, j'arrête mon activité, je la délocalise, oui mais où, puisqu'il y a bientôt le carbone aux frontières qui arrive, ou alors je fais un retournement, une transformation. Deuxième métier du banquier, qui arrive, hein, la transformation, l'accompagnement de l'entreprise et des opérateurs de l'entreprise dans sa transition. Et c'est là que le métier change. Et si le rôle de banquier, qui n'a jamais été uniquement le commerce de l'argent, hein, quel que soit d'ailleurs la banque, va non seulement, à mon sens, exister, mais se transformer favorablement dans les années qui viennent, en tout cas nous c'est sur ça qu'on travaille au sein de notre groupe, hein, c'est parce que la connaissance du client ne doit pas être que financière, elle doit aussi aller dans l'ensemble de ses impacts. Et je terminerai d'ailleurs mon intervention sur cette terminologie d'impact dont le terme commence en fait clairement à se préciser. Ça veut dire que la structure des prêts, la valeur des prêts, l'engagement, la durée des prêts, des besoins financiers, des fonds de roulement, des BFR, tout ce que vous voulez, les facilités de trésorerie, tous les outils bancaires qui existent, vont être mobilisés et modélisés par le banquier autour du projet économique dans un cadre de convergence peu à peu, à mon sens, probablement de plus en plus négocié entre l'entreprise, l'entité et le banquier pour arriver à une lisibilité qui soit formellement acceptable par le banquier et formellement acceptable et profitable par l'entreprise. On n'est qu'au début de ce genre de négociation. La nouvelle formulation du métier de banquier dans la relation d'affaires et d'argent va se matérialiser autour de ça. L'exclusion des secteurs lourds et porteurs en matière de CO2 va clairement porter une redistribution et une transformation du crédit carbone restant. C'est facile à calculer le crédit carbone restant. Vous mettez 0 en 2050, vous tirez un trait sur la consommation actuelle, et le calcul d'air vous donne la quantité de carbone disponible aujourd'hui en Europe. Pas très compliqué. Moi, je ne suis pas un gros matheux, j'ai compris ça. La réaffectation interne des secteurs va dépendre de la complexité des stratégies et des innovations technologiques. Est-ce qu'on va piéger beaucoup plus que moins rejeter? D'un secteur à l'autre, ça va dépendre. Est-ce qu'on va avoir plus de transformation technologique ou de frugalité dans les modes de production? Regardez les scénarios de l'ADEME sur ce sujet, ils sont passionnants. Les dés ne sont pas encore jetés, mais on sait, toutes les orgassas, toutes les branches d'activité savent qu'il va falloir commencer à jouer très vite. Parce que sinon, la rupture en termes de discussion financière peut aboutir assez vite sur ces questions. L'impact, je finis par ça. Dans une banque sociétariale comme nous, le premier impact, c'est le sociétaire. Qu'est-ce qu'en pense le sociétaire? Pas le client, hein, sociétaire. Moi, je suis sociétaire, je préside les sociétaires de notre région en Sainte-Anne-du-Sud, je suis aussi administrateur national du groupe Crédit Coopératif. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà un bon test d'avoir mis les sociétaires dans la raison d'être du Crédit Coopératif, de pouvoir baser toute la raison d'être sur le sociétaire. C'est-à-dire sur des gens qui ont fait un pari capitalistique, 17,50 € la part de base, ou un multiple, plus, et en ayant toujours une voix de vote aux délibérations et aux assemblées générales, de s'impliquer dans un mécanisme financier dont on ne recherche pas l'immédiateté de la rentabilité, mais on ne cherche pas non plus à le perdre. Il faut quand même être bien clair aussi sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sociétaires sont également des impacteurs dans leur activité, des remonteurs d'informations internes, et également des gens qui comprennent, et c'est important une banque sociétariale, parce qu'elle vous permet de ne pas avoir que la seule évaluation du board de la banque, mais d'avoir aussi le ressenti des sociétaires, qui sont des animateurs, des administrateurs, souvent au niveau local bénévoles, des organisations bancaires. Deuxième point de l'impact, et j'en termine par là, la question de la territorialisation et de la complexification de l'impact. Des questions qu'on suit fortement avec Transactive et qui vont être d'ailleurs la base de la convention que vous allez signer dans quelques minutes avec nous, notre président là-bas, qui se cache, qui est de dire qu'aujourd'hui,
On ne peut plus imaginer l'impact d'une entreprise toute seule sur un territoire, sans lien aux entités avec lesquelles elle travaille, elle collabore, sans lien avec la complexité de son bassin d'emploi et les niveaux de qualification. En gros, ça devient un écheveau énorme. Tout le monde tient tout le monde. Et Lorraine le disait un peu tout à l'heure par rapport à la qualité des terres, qui est un enjeu clé sur pas seulement l'économie rurale, puisqu'elle intervient aussi en milieu périurbain. Et son expérience, vous allez aller voir, c'est absolument passionnant ce que Lorraine et ses équipes ont fait. À partir de là, et pour terminer, trois choses. L'impact va être dynamique, il va bouger en permanence. Complexe, c'est-à-dire qu'il va dépendre de variables qui sont externes à lui-même. Une guerre, une crise économique, des tensions mondiales, on le vit actuellement. Donc ça nous oblige à rebattre un peu les cartes de ceux qui avaient déjà dressé toutes les méthodologies de l'impact. Ils l'avaient fait avec une inflation modérée, dans un contexte de paix relative, avec une croissance, parfois, pas égale à zéro, mais à peu près de quelque chose. Mais c'est fini. Tout ça est fini. Les immenses disparités géopolitiques du monde d'aujourd'hui font que cette espèce de spirale ascendante d'une croissance universelle éternelle possible est terminée. Le rapport à un marché mondialisé, unique, transverse, global, sans barrière, sans rien, c'est fini aussi. D'accord ? Troisièmement, l'argent pas cher, c'est fini aussi, au moins pour un certain temps. Et quand l'argent devient cher, il faut réfléchir, il faut être intelligent. Et oui, parce qu'il faut continuer à entreprendre. Alors, dans la finance solidaire, qui est un des aspects importants du crédit coopératif, il y en a un des principaux financeurs au niveau national, la finance solidaire, dont on fait partie des piliers, est intéressante parce qu'elle permet aux porteurs de projets d'accéder à des taux d'intérêt d'emprunt plus faibles que le marché actuellement. Mais sans aller jusqu'à dire qu'il peut y avoir un effet d'aubaine, que je ne crois pas, vu la précaution des professionnels de la chaîne d'engagement, je dirais qu'il y a aujourd'hui, dans le comportement d'une banque en lien avec l'économie sociale et solidaire comme nous, un certain nombre de leçons, non pas à donner, mais que tout le monde peut venir prendre en regardant la manière dont on travaille. Voilà, merci.